J'espère que tout le monde va bien pour cette deuxième édition de la Radio Libre. On aura la semaine prochaine vos pires dates. Et ça, je crois qu'il y aura des choses à raconter. Mais ce soir, on est là pour discuter de daronnerie. Mathieu qui est dans le live avec moi là, que vous pouvez voir. Putain, je suis nul. Evelyne Delia, là, voilà, tout ça, exactement. Et si je ne me trompe pas, Mathieu, t'es déjà passé dans mon live pour ce superbe live vasectomie. Et en tout cas, Mathieu, avant de te faire vasectomiser, tu as toi-même conçu. Exactement. 2 enfants, 2 petites là qui ont bientôt 4 ans pour la plus grande et 1 an et demi bien avancé pour la plus petite. 1 an et demi bien avancé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a... bientôt 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans, quoi. Elle a 21 mois, quoi. J'ai jamais réussi à comprendre ça, tu sais. Les pères et les mères qui comptent en moi. Je suis pas assez fort, je crois, pour ça. J'ai un peu emmerdé, du coup, ma conjointe pendant longtemps pour faire des gamins. Ah ouais. Je suis le genre de daron, entre guillemets. Et le jour où elle m'a dit « Ok, on y va », je dis « T'es sûr ?» Finalement, t'étais pas si... Enfin, c'est ça, c'était ouais. plutôt... Oh, putain. Bah, c'est que entre l'envie d'avoir des enfants et l'impact que ça peut avoir sur ta vie, et on a eu une grossesse un peu compliquée, entre guillemets, parce que il y a eu une fausse couche sur Ah oui. La première grossesse qui a bien impacté notre couple et notre envie aussi d'avoir des enfants, parce que la prise en charge qu'il y a eu, du coup, la prise en charge médicale n'a pas été très très délicate, où il y a eu une écho, ça a été un œuf clair. Moi, j'étais même pas là en plus sur cette première écho, parce que ça devait être juste une validation, entre guillemets, que tout était ok. Et puis très rapidement, conjointe d'aller prendre rendez-vous avec l'anesthésiste le jour même, et puis le lendemain c'était opération, du coup un petit curetage, du coup dans la maternité, avec aussi d'autres personnes qui étaient d'autres femmes qui étaient enceintes, mais là qui étaient plutôt pour accoucher, quoi. Et donc du coup c'est je pense que l'encadrement médical a pas été top et pas hyper bienveillant, entre guillemets, dans l'accompagnement de cette épreuve qui est une fausse couche, je pense, une vraie épreuve, et on n'en parle pas assez, à mon avis. Alors moi, j'ai un peu l'impression que ces dernières années, en tout cas, ça se démocratise de plus en plus et on en parle de plus en plus, mais avec les réseaux sociaux notamment, je crois qu'on sait beaucoup plus que ça arrive à plein de gens, et notamment à plein de gens autour de toi, et qu'il y a tout un tabou qui se trame. Et en général, tu te découvres, après avoir eu toi-même une fausse couche, qu'il y a eu plein de gens autour de toi qui l'ont eu. Je ne me rends pas compte à quel point femmes et les hommes aussi racontent comment ça se passe dans le concret, quoi, tu vois. Mais c'est rare qu'on en parle avant, en fait. On n'en parle pas comme un truc qui pourrait arriver une fois que tu sais que t'es enceinte, quoi. Parce que Mathieu, toi, t'as 2 filles, c'est ça ? Mathieu. Ouais, moi j'ai 2 filles, ouais, tout à fait. Bah, tu vois, on est tous les deux à avoir 2 filles, et Yao, le pauvre, il a 2 fistons. La chance que vous avez. Moi, je me rends compte là, à l'adolescence, c'est qu'il y a un vrai truc entre mère et fille, où elles ont tendance les filles ont tendance à aller cogner leur mère, en fait, mais même sympathiquement, en fait, tu vois. Là où, effectivement, les mecs, ils vont plutôt aller se frotter au daron, quoi. Ah, c'est marrant, justement, avec mon petit de 4 ans, là, il est en mode je t'aime maman, mais je te tape en même temps. Donc, elle subit un peu des coups, là. C'est un peu dur pour elle aussi en ce moment, là. Faites des enfants, qui disaient. Ouais, on peut tout dire. On peut tout dire ici, vraiment, c'est l'objectif. Non, mais par moment, tu te dis, putain, j'aimerais bien. Est-ce qu'il n'y a pas un service SAV pour les enfants ? Ça n'existe pas, je crois. Satisfait ou remboursé, ça n'existe pas. C'est ça. Il n'y a pas de garantie. Tu peux être confronté aux émotions de tes enfants, et c'est pas le plus simple, hein. Pour pouvoir distinguer des fois entre l'émotion qui envahit ton enfant et que c'est pas en fait à toi qu'il en veut, mais c'est plutôt l'émotion qui est à l'intérieur de lui qui a besoin de sortir, quoi. Et c'est dur. C'est dur, et puis il suffit que t'es cramé, t'as fait une grosse journée, tout ça. Prendre ça en plus le soir... ou le matin parce que t'es pressé. Il y a Stormzy qui dit renvoyer l'enfant comme chez Amazon, et il faut un abonnement Prime, c'est pour ça. Et après t'as la mort qui dit le SAV enfant ça existe. Call me maybe, putain. C'est intéressant ce que tu dis, Pistachionneuse, parce que tu dis le psy c'est un peu comme un SAV. Moi je crois que, et j'aimerais bien que ça soit une idée qui se démocratise. Franchement les frères, bossez sur vous avant de commencer à faire des enfants, en fait, parce que c'est triste à dire, mais les enfants, ils vont
avec tout l'amour du monde, s'engouffrer dans toutes vos failles en fait. Et si vous n'avez pas un peu taffé sur vous, et je dis ça parce que moi je vois vraiment la façon dont je fonctionne maintenant par rapport à il y a 10 piges. Comme tu disais Mathieu, en fait moi les émotions de mes filles, j'étais incapable de les recevoir. Et je crois que j'en rajoutais 4 couches, quoi, tu vois, de colère, de frustration, à crier, etc. Là où aujourd'hui, je crois que j'ai compris un peu mieux. Alors ça m'empêche pas de me mettre en colère quand elle déconne. Après, je sais qu'ils m'aiment, je les aime, tout ça, ils me le rendent aussi par moments, mais je sais pas, j'ai l'impression que. T'en parlais tout à l'heure par rapport aux crises, mais j'arrive pas à les gérer, je prends trop personnellement, je crois. J'arrive pas à me dire c'est un moyen tu vois, faut qu'ils s'expriment et tout. Et non, je prends trop, c'est trop viscéral en fait, donc je porte pas les cris et au lieu de calmer le jeu, je vais rentrer dedans, tu vois. Ouais, c'est dur. Ma conjointe aussi, j'arrive pas ça après coup, je me dis ah ouais, j'aurais pas dû, mais c'est trop tard en fait. Et j'ai beau faire un travail là-dessus, il y a encore du boulot, quoi. Il y a toujours du boulot. Même quand tu as réussi à... Enfin, tu vois, même quand tu as avancé un petit peu, tu te rends compte que il va y avoir des situations, des trucs qui vont appuyer sur des boutons que tu connaissais même pas, où tu fais « Oh putain, tu t'étonnes toi-même ». Mais comme dit Pistache Nut, je suis assez d'accord avec toi, Pistache, c'est que si tu t'en rends compte, c'est déjà énorme, quoi. Et puis dans le moment, t'es pas forcément en gestion, et des fois c'est pas grave, quoi. Mais le fait de s'en rendre compte et peut-être de redébriefer avec tes mômes après, c'est hyper important. Et ça permet d'avoir des discussions, et même ton enfant, quand il est dans cet état-là, il est pas en mesure de discuter, et puis de redébriefer avec, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est sûr, je fais pas toujours je me force à le faire, mais ça, je devrais le faire plus souvent, le débrief avec les gosses. Vu que je suis quelqu'un qui communique pas de base, faut y aller, se dire c'est bon, j'y vais, ranger la fierté entre guillemets, et dire c'est bon, faut jouer le rôle de l'adulte et du père, quoi, enfin du parent. Ouais. C'est pas évident. Ouais, ou après de faire un câlin. Enfin, tu vois, t'es pas non plus obligé de débriefer si c'est un truc qui te va pas, mais d'aller faire un câlin et de dire pardon d'avoir crié, quoi. Tu vois, ça suffit aussi, quoi. Faites un débrief avec un PowerPoint et des images de canard et des transitions. Old school, dit Lucille. Mais tu vois, par exemple, si tu veux, je vais te raconter un truc, d'accord ? C'est tout frais, hein, ça date de la semaine passée. Je me suis vraiment bien occupé de mes filles entre leurs 0 et leurs 6 ans, on va dire. Donc 4 ans pour ma petite deuxième. Après, je suis parti ouvrir les bureaux de chez Mad parce qu'en fait, j'avais envie de faire progresser ce projet professionnel. Je m'étais dit un truc, je m'étais dit que si à l'adolescence, elle ferait a priori ce que tous les adolescents font, c'est-à-dire t'envoyer chier... parce qu'en fait, elles en ont rien à foutre de toi, ce qui est en plus un process normal, quoi. Je préférais mettre en avant ce projet plutôt que de rester à Lille, certes dans mon rôle de papa, parce qu'en fait, j'avais pas forcément envie de les quitter, mais en même temps, en ayant un projet professionnel qui vivote. Et en fait, après, on a fini par se séparer avec mon ex, etc. Et en fait, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai l'impression de tout faire le mieux possible, tu vois, pour qu'elle se sente bien et tout. Et en fait, Kim, ma petite deuxième, elle a envoyé un message super adorable, tu vois, en disant « Écoute, papa, je t'envoie un message parce que je sais pas vraiment comment te le dire, mais en fait j'ai plus envie de venir à Paris le week-end parce que j'ai un peu l'impression de perdre mon week-end et tout. Et bah franchement c'est super dur à vivre et j'imagine, ouais. c'est hyper hardcore. Et en fait j'ai d'abord eu un sentiment d'échec, tu vois, en me disant bon bah ok, en fait t'es juste en train de foirer ta relation avec ta deuxième fille, etc. Et d'un autre côté après je me suis dit, j'en ai parlé un peu autour de moi, et je me suis dit mais en fait elle a 13 ans, enfin tu vois la vie c'est long, ça peut changer, il y a des choses qui peuvent changer, et en fait ça me concerne moi avant tout, tu vois, et pas elle. On a fini par s'appeler et j'ai fini par lui dire écoute, tu viens quand tu veux, parce qu'en fait pour moi j'ai avant tout des valeurs de liberté vis-à-vis de mes enfants, et je crois que je les ai élevés un peu là-dedans. Donc après c'était l'occasion de lui dire bah en fait viens quand tu veux frère, tu viens quand tu veux, mais simplement moi il y a des moments où moi j'ai calé ma vie par rapport à vous venez un week-end sur 2, si tu veux venir un week-end au milieu, en fait désolé mais peut-être je serai pas là, et puis elle l'a pris, hein, tu vois, et puis on va faire en sorte de trouver peut-être une nouvelle organisation par rapport à ça, mais c'est pas évident. Et tu vois, je crois qu'on a un poil trop vite tendance à se dire qu'on est en train de passer à côté du truc, alors que pour moi, comme tu le dis, en fait, déjà le simple fait parce que je lui ai bien sûr dit que je l'aimais et qu'en fait elle pouvait venir quand elle voulait, etc. Et pour moi c'est vraiment la base, tu vois, le fait qu'elle sache aujourd'hui que je l'aime et qu'en fait elle peut venir quand elle veut. Peut-être que parfois je serai pas là, mais en tout cas si un jour elle a vraiment besoin de moi, en fait peut-être j'annulerai mes plans si je peux. En fait c'est la base, et je crois que c'est un peu ça aussi, tu vois. T'as l'air de dire, enfin moi de tout ce que tu m'avais raconté dans ton épisode et tout, j'avais l'impression qu'en fait tes enfants ils savent que tu les aimes, quoi, tu vois. Alors après la relation elle se tend, quoi. Mais juste remarquer un truc, c'est que tu dis à ta fille frère, c'est ça ? Non, c'était
Mais oui, c'est une expression que j'utilise en ce moment. Donc J'ai bien parfois, compris. J'imagine trop parler à ta fille. Oh, viens frère, ok. oui, ça m'arrive. J'ai l'impression que, tu vois, à partir d'un certain âge, il y a des choses qui se mettent en place, etc. Et en fait, non, c'est jamais aussi simple que ça. Et c'est cool, au contraire, hein, tu vois. C'est plutôt... Il est du Nord, t'inquiète. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis frère. C'est parce que ma fille, c'est mon frère, n'importe quoi. Te culpabilise pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu ta vibe. Ouais, c'est un peu ma façon de vivre, on va dire. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Ma grande sœur ne voulait plus voir mon père. Et sans vouloir faire peur, c'est dur de faire machine arrière. Bah ouais. Mais en fait, je sais pas qu'elle veut pas me voir. Parce que c'est ça qui est différent. Hein. C'est pas qu'elle veut pas me voir, c'est juste qu'en fait, ça la saoule de venir à Paris. Donc en gros, ce qu'elle me dit, c'est si tu viens à Lille et que tu trouves un moyen, en fait, moi je serais très heureux de venir, par exemple, chez nous, quoi. Ça pourrait être un truc dont on est en train de discuter, que mon ex se barre pendant des week-ends et qu'elle aille faire la teuf, et que moi pendant ce temps-là j'intègre leur maison. C'est un truc qui pourrait marcher parce que moi je lui ai dit que je voulais pas perdre le lien avec elle, quoi, tu vois. Et je crois que elle non plus veut pas perdre le lien, mais c'est juste, c'est ça aussi qui a été dur pour moi, c'est que sur le moment, je l'ai pris pour moi perso. Je me suis dit, ok, en fait, elle veut plus me voir, tu vois. Mais non, en fait, c'est plus simple que ça. C'est juste, ça la saoule de venir à Paris. Ouais, et puis elle est ado là, donc oui, ses centres d'intérêt, c'est très là peu le moi. groupe, son groupe, c'est plus forcément la famille, mais son groupe de vie qui lui porte le plus d'intérêt, mais c'est plutôt ses amis, voilà, oui. c'est son cercle amical. Et le côté perdre du temps, c'est perdre du temps avec ses amis plutôt que plus qu'avec sa structure, Ouais, sa et puis, cellule familiale, quoi. puis je crois aussi, tu vois, qu'elle est un peu introvertie par rapport à sa sœur et tout, qu'en fait, elle a besoin d'avoir du calme, des moments pour être un peu dans sa chambre, tranquille, et qu'en fait, bah, j'ai beau avoir, moi, aménagé un appart où elles ont une chambre et tout. En fait, ça l'intéresse pas, c'est pas sa chambre, quoi, tu vois. Ça aussi, c'était pas forcément évident de l'entendre, mais je peux comprendre qu'en fait, elles se sentent pas non plus chez elles, alors que même moi, j'avais l'impression d'avoir fait plein de trucs pour faire en sorte que ça tourne, quoi. Mais du coup, ça peut le faire parce que maintenant, elles sont ados. Bah ouais, en fait, c'est ça aussi qui est cool, je crois, c'est que le fait qu'elles soient ados, ça amène des trucs un peu du genre, bah en fait, on s'en bat les couilles. Et d'un autre côté, ça les rend aussi autonomes. Elles peuvent prendre le train toutes seules et repartir toutes seules, et ça, c'est cool aussi, quoi. Ce week-end, j'étais à Lyon et en fait, il y avait un père devant moi qui a pris sa fille sur ses épaules, tu vois. Et c'est un truc que je faisais de ouf avant. Vraiment, prendre mes filles sur mes épaules, c'était mon kiff absolu, quoi. Bon, maintenant, je peux plus. Alors, est-ce que tu as encore à 9 ans ce truc avec ton fiston un peu charnel, quoi? Non, enfin je le faisais avec lui quand il était plus petit, le mettre sur mes épaules, j'adorais. Mais puis il grandit et puis il devient moins tactile. Tu vois, il est très. Il aime pas trop qu'on le touche aussi. Donc ce genre de rapport, je l'ai plus trop avec lui. Et avec le plus petit, je les ai eus. Mais à un moment où même de lui-même, il voulait plus trop être sur les épaules, il voulait marcher, courir. Ah oui, ça le défoule. Ça lui fait dépenser l'énergie en espérant que ça puisse le fatiguer pour le soir, mais je crois que c'est normal. Mais non, si moi aussi j'ai adoré, cette phase, j'ai adoré les mettre sur les épaules et tout, c'était bien kiffant, mais je te dis en grandissant, je le vois le matin quand on va à l'école, avec ses potes, ça commence déjà, c'est bon, lâche-moi, ou genre le truc, ça me fait un peu rigoler, il commence à vivre sa vie à lui avec ses potes et tout, son univers. Ouais, en parlant de portage, moi il y a une phase que j'ai vraiment adoré avec mes filles, c'est vraiment l'écharpe et du coup porter quand c'est elles le étaient meilleur truc du monde. Ah, on en Et, parle de l'écharpe. Est-ce que t'as peur que genre ça se défasse et que ton bébé tombe? On a dû s'acheter genre un truc du coup qui est pas une écharpe parce qu'on a essayé l'écharpe et puis on était quand même pas super à l'aise. C'est qu'on a acheté un truc avec des clips justement pour faire du portage là, mais qui est super souple et tout, et qui est vachement utile. Mais ça me manque par contre. Ça c'est vraiment, j'ai adoré cette période de porte-bébé. Je déteste la poussette. Je trouve que c'est trop encombrant et puis j'aime pas prendre les transports avec ça. J'ai l'impression d'embêter les gens. Et j'ai vraiment adoré le porte-bébé pour le sentir contre moi. Et c'est le truc. C'est un des trucs qui me manque le plus. Ouais, c'est ça, c'est le porte-bébé. Je trouve que ça passe trop vite. En plus, je crois que t'en avais parlé, Fab. Je sais plus, vu que j'écoutais tes émissions au fur et à mesure, t'en avais parlé avec je sais plus qui. Tu disais en gros, ça passe très très vite le porte-bébé, mine de rien. Ouais. Qui grandit vite, hein, et le poids
chouette, tout ça, et faut vraiment profiter sur le moment, mais c'est un truc que j'adorais, ça. Moi, je trouvais que ça faisait. J'ai vraiment fait fusion avec mon enfant à ce moment-là. Bah, le côté, pas comme une grossesse, mais presque, tu vois, le côté, tu le portes, c'est vraiment physiologique, t'es en contact, tout ça. C'est un vrai lien qui s'est développé à ce moment-là, quoi. 1 an et demi, c'est bon, hein, tu peux encore la balader, non, ta petite là. Je peux la balader, mais plus forcément devant, tu vois. Je peux la mettre en portage, mais derrière. Et, Yes. elle aime un peu moins, quoi. Et puis, le contact est différent. Puis la cavale, c'est. Là, ouais, il commence à cavaler et tout. Putain, ouais. Et moi, vraiment, je me souviens de moments de kiff, vraiment, du samedi après-midi. À l'époque, l'aînée était toute seule, et vraiment ce truc d'aller me balader dans le centre et d'avoir la fifi contre soi, c'était vraiment canon, quoi. Mais c'est sûr que ça dure pas. Et alors, ouais, parce qu'en plus, vous avez, c'était pas encore vraiment la mode des écharpes. Ou en tout cas, c'était vraiment à l'époque. Ah si, quand même, Fab, c'est bon. Carrément. Tu te souviens pas du temps des dinosaures. Il y a 15. C'est pas si loin. En vrai, il y a 15 ans, c'était plutôt la mode des porte-bébés, mais pas des écharpes, tu sais. Ah oui, les écharpes, d'accord. Oui. Oui, les porte-bébés, oui. Parce que là, je crois que, Matt, ce que tu racontes, c'est que vraiment que toi, t'es en mode écharpe totale, quoi. Ah ouais, écharpe totale, ouais, carrément. Ce qui est encore un autre délire. Petit tips, nous, on s'est fait accompagner par la PMI. Quand tu sors du coup de la maternité, après, tu as un rendez-vous souvent avec un médecin de PMI, et il nous avait proposé du coup du portage, et on avait pris, c'était gratuit, c'était vraiment vraiment chouette du coup d'avoir une professionnelle qui nous accompagne pendant 1 heure sur les différents types de portage existants, quoi. Putain, c'est canon. Hein. On a eu ça aussi quand on a fait nos formations justement pour l'allaitement. C'est fait comme par des organismes extérieurs, on va dire, enfin indépendants, puis proposer justement aussi des t-shirts pour faire du pot à pot et des trucs comme ça, et même pour les hommes en fait, ce qui est quand même cool là. Fait que tu peux emprunter des t-shirts si tu veux, et puis t'as des t-shirts qui sont formés pour faire du pot à pot et ce genre de trucs. Mais ça ressemble à quoi alors? C'est un t-shirt avec un trou devant, c'est ça ou... Ouais, en fait c'est un t-shirt comme un t-shirt classique, puis t'as ça fait une espèce d'écharpe en fait sur le devant. T'as une espèce de col en V mais super large, et c'est assez élastique avec du tissu en plus, ce qui fait que tu peux quand même mettre ton bébé à l'intérieur, qui est quand même vraiment cool là. Tu te retrouves pas en bedaine, on va dire, à l'extérieur là. Tu peux faire du pot à pot si tu veux avec ça. T'as dit en cool. bedaine, c'est ça? Ouais, en bedaine. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Non mais vraiment, 2021 quoi. Puis tu peux avoir le manteau qui se met par-dessus, pareil, avec. C'est trop chouette. Non mais putain, mais vraiment c'est ouf. Hein. Et tu vois, je suis deg là. Hein, moi, j'avais pas tout ça. Et je crois que en plus que j'ai même pas fait de. Moi, j'ai pas fait de pot à pot. Hein. Dans la maternité. Ah ok, bah putain, bah écoute, merci pour le tips, hein, je ne savais pas, hein. C'est fou, bon après, 40 balles le t-shirt les frères, hein. Faut y aller. Hein. Ouais, par contre, ouais, c'est let's go, tu sors ton portefeuille là. Une autre opportunité de partenariat influenceur t-shirt, oui tout à fait. Yes. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, cet été là, il y avait des parents, des jeunes parents avec leurs mômes et qui étaient en train de jouer avec leurs gamins à la piscine et tout. Et j'avais vraiment j'ai eu un moment de nostalgie dans la gueule de putain, mais en fait c'était canon de faire les bébés nageurs avec mes mômes. Je sais pas si vous avez fait ça, vous de votre côté. Ouais, pour le deuxième surtout. Oui, je suis plus investi pour le deuxième, mais si on l'a fait aussi, ouais. Puis ils adorent l'eau tous les deux. Donc. Parce que pour expliquer aux gens, mais tu savais pas nager et t'as appris à nager pour... Entre autres, hein, c'est pas que, mais bon, c'était une vraie motivation pour me mettre dedans. Et ouais, du coup, j'adore, je fais que ça, quoi, maintenant. Je suis à fond dedans, donc... ça me fascine que tu trouves que t'es en train de rater, alors que bon. Bah ouais, je vois. Comme je te disais, pour moi, c'est des trucs que t'es censé savoir faire, tu vois. C'est des trucs bateaux, justement. Au contraire, si tu sais pas le faire, c'est plus limite... Enfin, t'es qu'une merde, quoi, comme dirait Thomas Njija dans ses sketchs, mais voilà. Par moment, ouais, je me sentais une merde. Putain, Thomas Njija qui est toujours... tout en demi-mesure. Bah ouais. La culpabilité parentale, quoi. Un gros sujet aussi. C'est lourd, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Yes. Moi, après, ça dépend, je pense aussi de ton mood de base, comment tu te places. Mais moi, je vois, j'accompagne beaucoup ma compagne là-dessus, parce qu'elle se met la barre, mais méga haute. Et elle voudrait mener 3 trucs de front.
et être au taquet partout, mais c'est juste pas possible. Faut que les journées durent 36 heures, quoi. Donc réussir à discuter pour redescendre un peu les curseurs et dire bah là ce que tu as fait c'est cool, et en fonction de ta vie pro aussi, voilà, le temps que tu as apporté à tes enfants, c'est viser plutôt la qualité que la quantité, quoi. Ça sert à rien d'avoir beaucoup de temps si t'en fais rien, entre guillemets, quoi. J'ai l'impression que, en tout cas mes parents, je sais pas les vôtres, mais ils se prenaient un peu moins la tête sur être des parents parfaits. Je crois que mes grands-parents, mes parents sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, où il y avait un truc un peu d'urgence, quoi, tu vois, ils venaient d'être dans l'occupation, etc. Enfin, tu vois, la vie était quand même moins simple, et j'ai l'impression que déjà, si ton enfant il survivait, c'était pas mal, quoi, tu vois. Un truc un peu de... Non mais c'est vrai, la vie était plus compliquée. Alors je parle pas d'encore avant, il y avait la mortalité infantile, etc., qui était vraiment au top. Mais de ce fait-là, je crois qu'avec tout ça, on a tendance à vouloir faire en sorte de vouloir à tout prix le meilleur bonheur du monde possible pour nos enfants, et c'est hyper important. Mais de ce fait-là, peut-être qu'on passe aussi à côté de leur faire vivre des émotions négatives qui construisent aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, moi, vu mon histoire personnelle Ouais. du côté du père, voilà, j'ai pas du tout de référent, mais je voyais par rapport à ma mère qui avait donc, du coup la double casquette, et je pense que tout ce qui comptait, c'était entre guillemets, c'était remplir le frigo, faire en sorte que tu vois qu'on ait à manger et qu'on ait à pouvoir s'habiller et aller à l'école, et je pense qu'elle voyait pas plus loin, et elle se blindait par rapport aussi à son histoire personnelle, donc je pense qu'elle se prenait pas trop la tête à se poser ce genre de questions. Et bon, après forcément il y a pas que du positif dans la relation, mais ouais, je pense que c'était plus entre guillemets quelque chose de vital que Ouais. et pas se prendre la tête. Puis c'est lié aussi à son histoire personnelle avec ses parents, tout ça. Donc, Mais en parlant de ça, Fab, d'ailleurs, à cause de toi, j'ai un putain d'idéal. Ton Verino, là, pour moi, c'est le daron parfait qui m'énerve. À chaque fois que je parle avec mes potes, je dis, je suis pas Verino. Que Verino, c'est le gars super cool, super papa, ses enfants sont cool, il doit jamais le ton de la voix. Voilà, ça m'énerve, ce genre de père parfait. Je voulais le balancer, mais voilà. Ok. Ça me sort du cœur. Écoute, j'avais envie en plus de faire un nouveau épisode d'Histoire de Daron avec Verino, qu'on avait fait au tout début du podcast, hein, donc il y a 4 ans. Mais il veut plus trop communiquer justement sur la parentalité, de peur de se marketer entre guillemets vraiment ultra papa, etc. Alors qu'en fait il parle de plein d'autres choses dans son spectacle. Mais écoute, je lui passerai le message parce que je le vois. C'est rigolo, quoi. Mais je le vois cette semaine. C'était le premier. C'est important de passer les messages de haine. C'était le premier podcast que j'ai écouté en fait. Donc après. Non mais c'était vraiment, c'était bien, mais c'était un peu trop. Enfin un peu trop. Pour moi, à mes yeux, c'était merde. Il faut que je sois un peu comme lui et cool, quoi. Être cool. Ah. Et après, c'était la bienveillance, voilà. C'était ma première interview, tu sais, donc je crois que j'étais un peu aussi en train de voir un petit peu j'avais pas encore vraiment creusé les côtés obscurs, les trucs sur lesquels je peux amener aujourd'hui des pères qui me peindraient un portrait hyper parfait, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, je les laisserais pas faire ça, tu vois. J'irais creuser un petit peu. Là où c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas encore aussi aguerri sur le sujet. Donc, mais je crois que Verino, il en chie aussi avec ses mômes, hein, tu sais. Mais je sais bien, mais je dis ça, mais c'est une forme de jalousie dans le sens où il arrive à garder que le positif. Voilà, c'est le genre de truc, je suis admiratif de ça aussi. En vrai, tu sais, il y a des gens qui font abstraction du négatif et qui font que ressortir le positif, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien, tu vois. Je tendrais vers là-dessus, mais je suis admiratif de ces personnes-là, en fait. Et les fameux Instadad. J'ai l'impression d'être un peu un Instadad, moi parfois ça me fait peur de montrer que les trucs positifs avec mes filles. Ouais, je pense que c'est le problème, là. Puis je sais que ça, ma conjointe, elle suit des Instamums, mais qui parlent, non, mais justement, qui parlent vraiment de tous leurs problèmes, de toutes leurs galères, genre l'allaitement. Ça se passe pas bien, enfin plein de trucs là. Tu sais, il y en a quand même qui sont quand même cool là. Il y en a au Québec, parce qu'en France, il y en a quand même pas beaucoup. Ouais, par contre, il me semble que c'est des Québécoises là. Ok, parce qu'en France, j'en vois pas beaucoup qui sont vraiment dans le discours de vérité, quoi, tu vois. Où c'est leur ligne édito de dire, ok, je vais dire la vérité, même si parfois ça peut mal parler de mes enfants, ou je peux raconter à quel point c'est dur pour moi. Et parce que, big up à Coucou les Girls, tout à fait. Merci Lucille, parce que c'est à elle que je pense notamment. À Juliette Katz, qui a
a accouché il y a quelques mois maintenant et qui a fait des photos d'elle à la maternité avec sa sonde urinaire et tout. Ah yes, ouais, ben ça, ouais. Elle raconte les vrais trucs, quoi. Tu vois, les vrais bails, pas... Ah ouais, d'accord. Et c'est ça qu'on veut, quoi, tu vois, en 2021. C'est cool le body positive, c'est cool de venir dire que en fait les meufs ont la possibilité de se laisser pousser les poils si elles veulent, etc. Et que les mecs, on peut avoir du bide si on veut, etc. C'est trop bien, mais en fait la vraie vie, elle se situe aussi là-dedans, quoi, dans ces moments qui sont en plus hyper, je trouve, durs pour tout le monde, hein, émotionnellement, etc. Je vais éviter de raconter notre accouchement alors. Bah alors n'hésite pas. Pourquoi ça s'est passé comme sur des roulettes? Ah, c'était canon. C'était vraiment canon. Bah et tant mieux. Ouais, complètement. Nous, mais en fait, tant mieux, c'est hein. c'est comme l'effet inverse là que on s'est tellement renseigné avant de tout ce qui pouvait mal aller que ça s'est super bien passé et genre vraiment bien passé. Comme pour faire la petite histoire. Vas-y, fais-la. En gros, ma blonde a accouché le samedi. Elle a commencé à avoir des contractions le jeudi. Le jeudi soir, on est allé à l'hôpital. Hôpital qui est à 5 minutes en voiture de chez nous. Fait que à l'hôpital, c'est ça, ils lui ont dit bah, ton col est ouvert à 2 cm. Fait que t'as le choix, soit tu rentres chez toi, soit tu restes là, t'es dans une salle un peu plate ou t'attends en fait. Donc on a décidé de rentrer à la maison, fait qu'on a passé genre tout le vendredi à la maison dans le noir, où elle a eu ses contractions, ça allait quand même plutôt bien, ça s'est rapproché, et puis finalement on a décidé le vendredi soir d'aller à l'hôpital. On va à l'hôpital, ma blonde a quand même une forte tolérance à la douleur, fait que l'infirmière elle dit oh non, bah, ça doit être des fausses contractions, ça a l'air quand même d'aller, elle regarde, elle va quand même checker. Là elle était ouverte, le col était ouvert à 6 cm, fait que bah, on va vous garder quand même. Ah oui, 6 Fait que cm, c'est le moment d'y aller. Là. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en fait, pour l'histoire, on cherchait à avoir une doula. Donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une doula. En gros, c'est un accompagnant qui va être là pour t'aider à gérer la douleur et un peu à faire respecter tes volontés sur l'accouchement. Fait qu'on voulait comme un accouchement assez naturel, le plus naturel possible en fait. Genre si jamais il y a besoin d'intervenir avec une épidurale ou césarienne, ben let's go là s'il faut vraiment, un dernier recours. Mais c'est ça. Puis au final, on n'a pas pris une doula parce que Covid, que c'était compliqué, c'était pas sûr qu'elle allait pouvoir nous accompagner et tout ça. Il faut savoir, à Québec, il y a comme 3 doulas, je pense, sur la ville de Québec en soi. Pas plus. Au bonheur, la chance, un des doulas, du coup, de Québec, c'était un infirmier qui était de garde dans son car. Et en fait, il nous a accompagnés jusqu'à minuit. Fait que là, il m'a monté des points de pression à faire, des massages à faire pour apaiser, comment ça s'appelle, les contractions, etc. Puis, c'est ça, la petite aînée, je sais, à 2h24, c'est précis. Parce que je me suis fait reprendre en disant « Ah, elle est née à 2h25 » et on m'a dit « Non, c'est 2h24, on est précis ici. » Fait qu'elle est née à 2h24, il y a eu 20 minutes de poussée, puis ma blonde a accouché sur le côté, enfin c'était vraiment canon là. Puis impec, mis à part les points après, genre ma blonde n'a pas trop eu mal et ça s'est vraiment bien passé là. Et du Wow. coup, t'as coupé le cordon? Ouais, j'ai coupé le cordon. Ah, regret. Non, c'était vraiment hâte là. Regret de toi, C'est- Yao, de couper le corps. Ah, mais je te l'avais dit, hein, c'est un truc, ça, j'aurais kiffé le faire, mais c'était pas possible. Attends, je me souviens plus pourquoi. Qu'est-ce Bah, que c'est césarienne. Ah oui, césarienne, bien sûr. Si je bête. Bah écoute, c'est le moment d'en faire un petit troisième. Alors là, je pense que je vais écouter tes trucs sur la vasectomie et je vais bien écouter. Mais tu vois, Pas Stormzy, besoin d'écouter là, une paire de ciseaux, let's go. On fait 105 minutes. une paire de pierres Pas une là, castration. Hein. et roule. À la québécoise, à la bûcheronne là, wesh. Non, on fait ça à la hache ici. Ah oui, putain. Encore pire. Mais tu vois, Stormzy, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis je vais pas vous raconter mon histoire et tout. Bah si, au contraire, je crois que c'est important de le raconter quand vraiment ça se passe bien. Mais pour autant, je crois que c'est hyper important de le raconter vraiment quand ça se passe moins bien et quand c'est plus dur, quoi. Tu vois. Et si toi Ouais, tu l'as bien vécu, mais, c'est trop bien. Mais pour moi, je il y a dirais, plutôt- on a quand même un effet secondaire là-dessus, c'est qu'on tu sais, on fait un peu attention quand on raconte notre histoire là, parce que tu sais, justement, on veut pas faire croire que tout est beau et tout va bien là, et qu'on rentre pas forcément dans les détails, on dit on a eu de la chance, ça s'est bien passé, puis c'est tout là. Comment ça Bah, Quels sont les détails ok, que tu as pour donner un exemple, j'ai un collègue qui a eu un enfant. Faut savoir, on a comme une semaine, 4 jours de différence puisque son petit est né. Lui, ça s'est pas super bien passé là. Le petit a dû aller sous cloche parce qu'il y a un problème avec ses poumons et je pense qu'il avait du liquide amniotique dans ses poumons, etc. Fait que, on s'est rendu compte que c'est ça, on n'allait pas non plus, on est content et tout, mais qu'on n'allait pas
imposer notre joie à tout le monde de façon genre, ok, ça c'est en allant dans les détails, puis en allant dans la surenchère. C'est genre, on dit, oh, ça s'est bien passé, et puis ça finit là, quoi. Oui, je comprends. Vis-à-vis Si on de... demande des détails, on les donne, et puis on explique, là, mais pas non plus. Oui, Il y a vis-à-vis une des... espèce de culpabilité, en fait, de ça s'est bien passé, en fait, là-dessus. Et je sais pas si vous avez eu ça, vous, aux accouchements, mais en tout cas, moi, au premier, j'ai eu une vraie angoisse de perdre la maman, en fait. C'était vraiment mon truc où je me sentais pas bien. J'étais là, bon, j'ai l'impression d'être à côté, d'accompagner, et puis de me dire, voilà, il y en a quand même un vrai risque de perdre la maman. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment... J'ai pas communiqué dessus à ma compagne, mais ça m'a bien suivi pendant tout Et l'accouchement. vous avez pas communiqué, parce que genre, nous, c'est ça, qu'on fait ici, quand on nous fait quand on se pète des meetings pour la préparation à la naissance, pour l'allaitement, etc., si on veut. Genre, sur la préparation à la naissance, on nous spécifie on nous dit bien d'essayer de faire justement un plan de naissance. Dans les plans de naissance, c'est le genre de truc qu'on aborde. Ok, qu'est-ce qui se passe? S'il se passe de quoi? Qui on priorise? On a quand même pu préparer ça. Attends, c'est-à-dire que Pas avoir à se poser de questions sur place, là. dans ton plan de naissance, tu es en train de dire, ok, si jamais il y a un truc, qui on priorise, la maman ou le bébé, c'est ça? Ouais. Puis ça, on en avait parlé avec ma conjointe, puis ce qu'on avait dit là, c'est qu'il y a un moment, on va prioriser ma conjointe. Et ça, c'est chacun son avis là. Et nous, c'était ça. Puis même, ça va plus loin. Ce qu'on avait mis, c'est effectivement si le bébé il meurt, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire quand même du pot à pot? Est-ce qu'on veut le garder un moment sur nous? Est-ce qu'on veut... Et on a répondu à toutes ces questions là, qu'on a réfléchi, comment on voulait gérer ça, etc. Une fois que c'est fait, c'est dans ton plan. Tu te poses plus de questions. Puis tu donnes ça au personnel hospitalier quand tu arrives. Puis encore mieux, là, on n'a même pas eu à le faire, vu que c'était l'infirmier doula qui était là, et puis il a pris le plan de naissance, puis il a expliqué ça. Fait qu'on n'a même pas eu à présenter le plan. Là. Vous êtes vraiment dans le En tout turfu, cas, les c'est gars. un truc que je recommande. Si jamais on a un deuxième, c'est... Alors, Matt, pour répondre à tout ça, parce que moi, j'ai pas fait de plan de naissance, mais je crois que j'ai eu un vrai truc où je suis pas flippé de la mort du tout, mais pendant tout un temps de la grossesse, qui a duré, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, je sais pas, je voyais mon ex-femme, donc, mourir en permanence. C'était horrible. J'allais la chercher le soir au boulot, tu vois. Elle passait, elle traversait la route pour venir me rejoindre dans la voiture. Et en fait, j'avais des flashs où je la voyais passer sous un camion. Et terrible. Et je crois qu'il y a un truc, fou, c'est que ça m'a accompagné notamment par rapport au fait que en tant que mec, en tant que père, à quel point je ne servais à rien d'un point de vue macro et de la survie de l'humanité, quoi. En fait, moi, si je meurs demain, notre enfant va naître, tu vois, mais s'il arrive un truc à ma femme, notre enfant aura un problème, quoi, c'est sûr et certain. Et notamment, il y avait des trucs idiots on avait une maison avec une vieille maison dans le nord, là, avec des escaliers assez pentus. En fait, systématiquement, quand on descendait à deux, je me mettais devant elle. Alors que c'est un truc que je fais pas du tout. Enfin, je suis pas du tout protecteur, pourtant vraiment surprotecteur, etc. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. C'est parti à peu près aussi vite que c'est venu. Peut-être resté pendant un mois, mais toi, t'avais l'air de dire que c'était carrément pendant toute la grossesse, c'est ça? Moi, c'était vraiment... Non, juste pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. Au moment où, tu vois, l'accouchement, quoi. Mine de rien, en plus, tu vois ta compagne qui peut être, voilà, dans des moments clairement difficiles, avec pas mal de douleurs, pas mal de choses, et ouais, il y a des moments où j'étais vraiment pas bien sur le côté... J'avais des scénarios plutôt qui me traversaient la tête, là, où c'était chaud, quoi. J'ai eu beaucoup moins ce truc-là pour la deuxième, mais c'est quand même resté un peu dans un coin de la tête, quoi. Alors moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, c'est la première fois que je souffrais autant par procuration. Ça n'existe pas dans ma vie. Je n'avais pas eu ça jusque-là. À être total... Ça a l'air de pas vous parler, mais... Ouais, pas tellement de souffrance par procuration, mais plutôt essayer de faire le maximum et en même temps me sentir un peu inutile, quoi. Mais moi, par rapport à ce que vous avez dit, c'est marrant, moi, vu que ma copine, si on va aller dans les clichés, c'est un peu le bonhomme du couple, quoi. Elle porte tout, donc voilà, moi je suis un peu la serpillière, on va dire. Mais du coup, je la voyais vraiment invulnérable, tu vois. J'avais pas. T'as dit que t'étais la serpillière, frère. Ouais. Non mais. J'avais pas. J'étais pas conscient qu'elle pouvait être vulnérable, en fait. C'est vraiment au moment de l'accouchement, quand on voit que ça dure, qu'on essaie de faire sortir le bébé, que là je me suis dit, j'ai un petit doute, j'ai commencé à avoir un petit coup de flip par rapport à elle. Donc, mais sinon, avant ça, non, j'avais pas du tout de peur ou quoi que ce soit, mais c'est à ce moment-là, je me dis, ah merde, il peut y avoir des risques
pour l'enfant et aussi pour elle surtout. Donc ouais, j'ai eu un petit coup de pipe quand même. Donc j'étais pas super bien à ce moment-là, mais bon, faut essayer de pas forcément me montrer, d'essayer de la soutenir. Comme tu disais, Matt, de toute façon, on est présent, mais en même temps, on sert pas vraiment, enfin, pas grand-chose, mais enfin, c'est mon point de vue. Après, moi, pour en avoir redébriefé avec ma conjointe derrière, elle m'a dit quand même que c'était le fait que je sois présent, que je sois vraiment à côté, que j'essaye de faire le maximum. Elle voyait pas le faire sans que je sois là, entre guillemets, et sans ce soutien, quoi. Je pense qu'on Oui, mais en même temps, on minimise un peu notre place, mais elle semble quand même être hyper importante pour cette épreuve, quoi. il y a Baudule qui dit « Je comprends pas, la souffrance par procuration, suffit de s'évanouir au début et de se réveiller quand c'est fini. »